pas timides, hein. Vous avez vu, ce ne sont pas des gens méchants, ce sont des gens passionnés, ce sont des gens qui ont envie de partager, qui ont envie d'être avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas, quelle que soit la question, bien au contraire. C'est quand même l'idée de ces journées d'Hippocampe. Hein. C'est quand même, je pense que chaque intervenant vous l'a bien montré, avec des yeux qui étaient pétillants. Je pense à Aurore qui était complètement habitée, par exemple, et qui nous a emmenés sous l'eau dans des conditions incroyables. Alors à vous. Ah, première question. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci à tous les intervenants, et particulièrement à Aurore Asso, qui m'a fait rêver par ce voyage dans les profondeurs. C'était absolument fantastique. Et apparemment, je ne suis pas le seul, d'après les échos. Moi, j'ai une question. On est tous à peu près unanimes là-dessus, ici en tout cas, à vous entendre, qu'il est important, urgent de protéger la Terre, l'océan en particulier, la diversité et la bioressource. Cependant, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un décalage entre cette prise de conscience, même si elle est en cours, et les décisions politiques liées à ça et la protection de l'environnement. Qu'est-ce qui peut expliquer ce décalage et cette lenteur politique dans la prise de décision en faveur de l'environnement? Je suis convaincu qu'on peut allier j'aime pas le terme exploitation, mais utilisation des ressources marines notamment, et démarches raisonnables, responsables et durables. Mais actuellement, c'est clairement pas le cas. Et qu'est-ce qui explique ça, quoi? Qu'est-ce qui veut? Merci. Voilà. Nicolas. Je vais vous faire de la réelle politique une réponse très trash. Il y a deux phénomènes qui expliquent que les politiques ne peuvent être qu'en second temps par rapport à l'action citoyenne. Il y a un premier élément qui est la composition du corps électoral. Si vous regardez comment est le corps électoral dans un pays comme la France, en fait, les élections se font sur une moyenne d'âge qui est entre 65 et 72 ans, qui a une vision du monde qui est extrêmement particulière. Et quand on entend les discours de Greta Thunberg et ce que Greta Thunberg est en train d'exprimer, on a en fait toute une partie de la jeunesse qui considère aujourd'hui qu'elle est les enfants du vide. Les enfants du vide, vous vous souvenez probablement d'un ouvrage, il y a eu un film qui a été fait sur Ushuaïa TV pour expliquer ceci. C'est aussi un mode d'action. Ça ne veut pas dire que c'est un constat ou que c'est un défi qui est particulièrement négatif par rapport à ceci. La première chose, c'est la première action qui peut être toute simple, c'est d'inciter un certain nombre de personnes qui sont très dynamiques, qui sont porteurs de projets de changement, qui font des actions, qui s'investissent au quotidien et qui souvent ont moins de 40 ou 45 ans, à s'inscrire sur les listes électorales et à aller voter. On est aussi sur une réappropriation d'un message collectif qu'il faut qu'on arrive à effectuer. Et j'ai souvenir, il n'y a pas très très longtemps, d'un budget participatif et d'une discussion sur les projets de territoire et de transition qui étaient menés par la ville de Paris, mais on a eu des expériences similaires à Dunkerque et à Saint-Malo, où on a eu 2 heures passionnantes avec des porteurs de projets. La collectivité était là, les élus étaient là. Et à la fin, bêtement, j'ai posé la question que tous ceux qui sont inscrits sur la liste électorale lèvent la main. Il y avait moins de 30% de gens dans la salle. Et pourtant, ils s'étaient mus et ils étaient venus avec une certaine idée de l'intérêt collectif. Et plus on arrivera à être des acteurs du changement, plus on arrivera à rentrer en discussion avec les politiques, mieux ça se passera. Et j'ai un exemple qui est particulièrement enthousiasmant, c'est qu'on le sait trop peu, mais la Californie est à l'avant-garde du dérèglement climatique. Ils ont énormément de feux de forêt, ils ont énormément de phénomènes climatiques assez intenses et ils se sont profondément remis en cause pour savoir comment changer. Récemment, il y a moins d'1 an, ils ont choisi d'élire un sénateur qui est quelqu'un qui a un tout petit peu plus de 40 ans et qui est en train de les mettre sur une trajectoire qui est particulièrement ambitieuse parce qu'il y a eu un sursaut citoyen et que ce sursaut citoyen s'est manifesté dans les urnes. Donc, tout le monde avec sa carte électorale et peut-être... Donc ça passe avant tout par l'information, la sensibilisation du grand public en fait, pour inciter les gens à aller vers des démarches plus environnementales et tout ça. Oui, franchement, je pense que la sensibilisation, elle a été faite.
Je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui quelqu'un, tant soit peu informé, et Dieu sait si on l'est, qui en France puisse prétendre ne pas savoir quelle est la trajectoire vers laquelle nous nous dirigeons en termes de réchauffement climatique et d'épuisement des ressources naturelles. Ce que je voudrais, moi, vous raconter, vous l'avez compris, j'aime bien les petites anecdotes, mais je pense qu'elle est la réponse à votre question. Il se trouve que j'étais assez copain et j'ai travaillé avec Jean-Louis Borloo et j'ai eu l'occasion avec lui d'organiser ce qu'on a appelé le Grenelle de l'environnement dans les écoles. Et un jour, Jean-Louis Borloo, dans son bureau, me dit « Tiens, regarde ». Et il me montre un rapport qui avait été fait et qui montrait quelle allait être la baisse en termes d'émissions de gaz à effet de serre en France si on passait de 130 à 120 km/h sur les autoroutes, le temps de trouver des voitures qui consomment moins, voilà, sachant combien effectivement il était important à l'époque de réduire ces gaz à effet de serre, c'était une des solutions qui avait été avancée. Le chiffre, je ne me souviens pas, mais c'était énorme, colossal, l'économie qui était faite. Et je vois ça, et il me dit, maintenant, regarde. Et il me montre une deuxième feuille sur laquelle il y avait un sondage qui avait été effectué. 87% des Français étaient contre. Et je crois que c'est important de raconter ça parce que c'est très bien la sensibilisation. Mais il arrive un moment où il faut quand même un tout petit peu se responsabiliser. Parce que qu'est-ce qui se serait passé si Jean-Louis Borloo, à l'époque, aurait dit « Bon allez, on s'en fout, on passe quand même à 120 km/h ». Eh ben, je ne sais pas, un gilet rouge, je ne sais pas de quelle couleur, les gilets auraient été s'emparer de toutes les routes et des autoroutes pour bloquer toute l'économie française. Mais on ne peut pas, au-delà d'un certain pourcentage, même politiquement, aller contre ce que les citoyens veulent. Et c'est vrai qu'en France, on parlait là des États-Unis, il y a une grande différence entre les Français et les États-Unis. C'est que les Français, c'est un train qui pèse des tonnes. Une fois qu'il a commencé à démarrer, on peut éventuellement le faire accélérer. Mais aux États-Unis, prise de conscience, action, boum. Et c'est vrai qu'il y a des pays, et je connais cet exemple-là, où les choses sont plus faciles. Parce que le Français, il veut que ça change, mais alors le jour où on change quelque chose, il n'est plus d'accord. Une autre question ? Bonsoir. Je pense que le constat, il a été fait. En fait, on sait exactement ce qu'il faut faire. Moi, je pense que la réponse, elle n'est pas forcément politique aujourd'hui. Les politiques, ce sont des marionnettes. Qui dirige réellement le monde, ce sont les grosses entreprises. C'est eux qui ont les moyens financiers. Et en fait, c'est dommage parce que ces moyens financiers-là, si la planète se détruit, ils vaudront zéro. C'est ces grandes entreprises-là qui font des chiffres d'affaires et des bénéfices faramineux. C'est eux qui devraient investir dans l'environnement pour replanter des forêts, pour peut-être désaliniser l'eau. Voilà. En fait, je pense qu'il faut repasser par ces gens-là. En fait, c'est eux qui sont les décideurs. Au niveau mondial, c'est eux qui ont les moyens de vraiment de faire modifier les choses. Nous, en Europe, on est très peu nombreux par rapport au monde entier. Même si on devient vertueux du jour au lendemain, les Français, les Bretons, etc., on est une goutte d'eau dans le monde entier. Vous avez parlé de certains pays, en Inde, là, ils sont dans une pollution énorme. Enfin, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les gens vivent très, très, très mal. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on redonne à tous ces gens-là, déjà qu'ils puissent vivre correctement. Et en fait, c'est pas les politiques qui arriveront à diriger ça, ce sera les grosses entreprises qui arriveront, si elles veulent vraiment préserver aussi leurs intérêts, parce que ça ne vaudra plus rien plus tard. Donc c'est ces grosses entreprises-là qui font des chiffres d'affaires énormes. C'est à elles de mettre en place ces choses-là, quoi. Peut-être acheter des terres qui brûlaient pour replanter, etc. quoi. Moi, je pense que les politiques, ils nous amusent, quoi. Mais je voulais juste revenir sur ce que vous venez de dire. En fait, sans toute la population et sans les gens, les grosses entreprises n'existeraient pas. Donc en réalité, c'est la population qui décide. Oui, exactement. Donc la consommation. Donc si nous, on décidait par exemple d'acheter des voitures électriques ou semi-électriques, etc., ou si on s'éloigne du plastique, ou si on s'éloigne un petit peu en moins de la viande rouge,
pour moins consommer, etc., il y aura forcément moins de demande, donc forcément, il y a un changement beaucoup plus haut. Aurore. Rebondir sur ce que tu viens de dire, et c'est bien parce qu'on a une discussion tout à fait constructive. Moi, je pense que les lois peuvent aider. Elles peuvent nous aider à aller là où on n'a pas envie d'aller. Et je m'intéresse sur une série documentaire que je suis en train d'écrire sur le conflit homme-faune sauvage, parce qu'on parle toujours de la faune sauvage, ça nous fait rêver, tout ça, mais c'est bien aussi de parler de nous, des hommes, de la vie, la façon dont on doit cohabiter avec le monde sauvage, et comment, comme vous l'avez rappelé, les gouvernements peuvent prendre vraiment concrètement ces problèmes à bras-le-corps. Et je pense que dans tout ce qu'on est en train de dire, il y a les trois en fait. Il y a la politique qui est importante, c'est pas tous des guignols, je suis pas d'accord. Il faut leur donner aussi une petite chance de faire des choses. Et je pense qu'au niveau de l'Europe, il peut y avoir des belles choses qui sont faites pour ça, pour l'écologie. Et puis tout un chacun, évidemment, c'est le moteur. Ça, tu as complètement raison. La sensibilisation, c'est vrai que on a beaucoup progressé. Et si chacun fait un petit pas, c'est toi qui disais tout à l'heure, manger un peu moins de viande rouge. Et voilà, c'est énorme, c'est très très bien dit. Au lieu de dire soyez tous véganes, et ça c'est contre-productif, elle dit si chacun mangeait un peu moins de viande rouge, et pourtant c'est une végétarienne qui vous dit ça, évidemment que ça serait très efficace. Donc tout un chacun, c'est important. Et puis les entreprises, bien sûr. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Et il faut que, quand je vous écoutais, je me disais décroissance, localisme, c'est tellement important. Si jamais on était tous dans cette dynamique-là, je pense que je suis assez optimiste en fait. Moi, je pense qu'on y va. On va vers là sûrement, je pense. Il n'y a pas le choix, mais ça marchera avec les trois, la politique et des lois. Par exemple, s'il y a eu cette loi, vous roulez tous à 120, et même si on n'avait pas eu envie, si 90% des Français avaient râlé, et peut-être que ça aurait fonctionné. D'ailleurs, pour les excès de vitesse, il y a eu moins de morts. Donc la preuve que les lois, parfois, ça sert à quelque chose. Et puis les entreprises, bien sûr, et les grands patrons qui s'en mettent plein les poches et qui continuent d'utiliser de l'huile de palme dans l'industrie. Alors que maintenant, moi, je ne peux plus acheter un paquet de gâteaux sans regarder s'il y a l'huile de palme parce que je sais ce qu'il y a derrière. Mais les grands patrons d'entreprises d'agroalimentaire ne sont pas spécialement sensibilisés là-dessus. Donc oui, les entreprises, il faut aller vers du mieux. Et nous tous, des réunions comme aujourd'hui, c'est très important. Voilà. Ah. Merci pour toutes vos interventions. Pardon. C'est très intéressant. On a passé une journée formidable. Moi, je suis un peu avec les hippocampes du golfe du Morbihan. Là. Je sais pas, j'aimerais revenir à quelque chose de pratico-pratique parce qu'on tient à notre environnement, parce qu'on tient à une eau saine, en veillant à ce qu'il n'y ait pas trop de pollution dans le golfe. Et je me pose une question déjà depuis quelque temps, puisque nous devons cohabiter avec les plaisanciers, avec l'ostréiculture, enfin les métiers de la mer. Et il y a un développement assez conséquent maintenant des tables de l'élevage ostréicole sur table. Mais on voit, alors je n'ai rien contre, je ne suis pas compétente pour juger de ces choses-là, mais ce que nous voyons et qui nous désole, ce sont les tables abandonnées autour du golfe en quantité assez conséquente, notamment vers les Sept-Îles, enfin dans différents endroits. Et je ne sais pas quel est l'impact au niveau de la pollution. Est-ce que le délitement de ces ferrailles, est-ce que ça a une influence sur la qualité de l'eau, sur le rivage? Et voilà, j'aimerais avoir une réponse. Merci. Qui peut répondre là? Quelqu'un de local? Je profite que j'ai le micro pour revenir sur la question précédente et enchaîner sur celle-ci, parce que c'est une belle illustration. C'est-à-dire que souvent, quand on a des messages très difficiles, on a tendance soit à regarder ailleurs, soit à se dire ça ne sert peut-être à rien de faire quelque chose de petit, parce qu'il y a quelque chose de gros qui se passe à côté. Et quand les Chinois ont fermé leur marché au plastique usagé,
là, on s'est rendu compte qu'on a toujours dit qu'en France, on était très vertueux et que ceux qui envoyaient du plastique usagé pour faire les continents de plastique dans le Pacifique et dans l'Atlantique, c'était les autres. Sauf que sur les bateaux qui se sont fait refouler, sur les 17 premiers bateaux, il y en avait 4 avec des déchets qui étaient des plastiques usagés français. Donc on voit qu'on a tous à avancer et que collectivement, on est tous dans le même bateau et que ce n'est pas le bateau d'à côté qui a des choses à faire. Et pour revenir effectivement aux caisses ostréicoles qu'on voit apparaître, il y en a une grande partie qui sont des caisses qui ne sont pas forcément si inutilisées que ceci. Donc vraisemblablement, les ostréiculteurs ont du boulot à faire. Certains sont de plus en plus mobilisés. Du côté des réglementations locales, si effectivement on utilise toutes les règles qui ont affaire au domaine public maritime ou aux concessions ostréicoles pour mettre en place dessus des engagements de bonne gestion, ça peut aider et je crois que globalement la profession est plutôt mobilisée. Par contre, moi il y a quelque chose qui m'étonne toujours, c'est quand d'un côté on entend des messages en se disant les ostréiculteurs n'avancent pas et que de l'autre on regarde la manière dont la pêche à pied est pratiquée et dont les cailloux sont retournés au moment des grandes marées, on se dit il faut faire et l'un et l'autre et de la même manière pour tous les déchets plastiques qu'on voit sur le sentier des littorales, on a plusieurs activités qu'on peut faire très positivement et qui ensemble concourent à une meilleure gestion de la maison commune. Juste un petit commentaire sur les élus et autres. Je pense que les élus attendent de nous des propositions et qu'elles sont généralement écoutées. Mais il y a une majorité de la population qui pense que quand il y a eu un élu, même s'ils n'ont pas voté, on doit tout attendre d'eux. Donc je pense que l'action populaire et individuelle est très importante et le dialogue avec les élus est aussi important parce qu'ils attendent cette information et les besoins qu'on peut voir sur le terrain de façon individuelle. Donc, je pense que l'élu qui est sur l'estrade sera content. Je me permets de faire un deuxième commentaire. J'entends beaucoup de choses sur le fait qu'il faut moins manger de viande et autres. Je ne remets pas ça. On n'a jamais parlé, on ne parle jamais de la consommation et de la pollution amenée par les télécommunications et le big data, qui devient actuellement le premier consommateur d'énergie au monde. Ouais. Et je reviens sur les propos de M. Vanier. Il y a là, quand on voit les contenus des messages envoyés, je pense que ça fait partie aussi du gaspillage de l'énergie, et un gaspillage qui est silencieux, qu'on ne voit pas et qu'on ne mentionne nulle part. Ça commence. Il y a quelques articles qui sortent, mais effectivement, on est au début de cette prise de conscience, mais là aussi, on va sûrement avoir à être un peu plus sobre dans nos messages et plus efficaces. Et c'est beaucoup plus... les montants qui sont considérables au niveau de Big Data sont bien supérieurs à toutes les pollutions amenées par l'agriculture, par exemple, ou l'élevage. Exactement. Oui, ce qu'il faut savoir, effectivement, là, vous avez tout à fait raison. Et j'ai eu l'occasion avec un certain nombre de personnes de regarder effectivement les chiffres qui sont astronomiques et qui vont l'être encore plus. Pour se résumer, pour être rapide, ce qui est excessivement consommateur d'énergie, c'est la mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, certes, tout le monde a besoin absolument de partager avec 150 personnes l'image d'un beau coucher de soleil, au lieu de le regarder. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez dramatique et difficilement compréhensible. Moi, je vous avoue que j'ai emmené 30 personnes voir un ours polaire au bord de la banquise. Les 30 personnes ont regardé l'ours polaire au travers de leur TV, alors qu'ils auraient pu rester chez eux. Enfin bon, bref, on reste là-dessus, mais c'est un des problèmes. Mais les seconds est effectivement qu'on reçoit énormément d'informations et de plus en plus lourdes, avec de la vidéo, des photos, etc., et qu'on ne les efface pas. Et que ce n'est pas une mémoire, c'est-à-dire quand on reçoit un mail, c'est iCloud, et ces mémoires-là, ça devient des énormes machines qui, effectivement, beaucoup plus que certains élevages de bovins qui, comme vous le savez, émettent énormément de gaz à effet de serre, est en train de nous submerger. Donc vous avez tout à fait raison d'évoquer ce problème-là. Et surtout, lorsque vous recevez des emails, par exemple, les photos, etc., il faut les effacer. Il faut ne garder que l'essentiel.
Bonsoir. Moi, je voulais remercier l'Hippocampe, parce que l'Hippocampe du Golfe m'aide à décrypter l'avenir de notre Terre. Autrement dit, avec cette deuxième année, et surtout grâce à la qualité et la personnalité des intervenants, j'ai bien compris qu'être, c'est mieux qu'avoir. Et je vais m'y mettre à ma modeste échelle, autant que faire se peut. J'y crois d'autant plus que maintenant, ce sont souvent mes petits-enfants qui me donnent le bon exemple. Et quand je fais des courses avec eux, ils savent mieux lire les étiquettes que moi. Merci, bravo. On se sent plus utile. Merci. Autre question? Sinon, on va passer à la conclusion. Bonjour, merci beaucoup pour cette journée. En ce moment, dans le Golfe, depuis 2-3 ans, lorsqu'on se balade, pas tôt le matin, à 7h du matin, vous prenez la mer, il n'y a pas ça, mais quand vous prenez la mer vers 11h du matin, midi, 1h, 2h, que vous êtes en plein été, je trouve qu'il y a de plus en plus de gros bateaux avec gros moteurs, avec des gros zodiacs, qui font beaucoup de bruit, qui vont très très vite, et j'ai mal à mon golf dans ces moments-là, parce que je trouve que le golf, c'est pas ça. Et j'ai un petit peu peur, parce que qu'est-ce qu'on promeut quand on reçoit les visiteurs? On promeut quelque chose d'encore un peu sauvage, d'encore un peu chaleureux, simple, et pas du tout, entre guillemets, kéké, où on peut aller ailleurs pour ça. Et cette année, j'étais encore plus surprise que l'année dernière et l'année d'avant, lorsqu'il est 11h, midi, 13h, 14h, 15h sur le Golfe et que vous avez ces gros zodiacs avec ces gros moteurs et que quand vous regardez l'horizon, par moment, vous avez 10 gros zodiacs, 10 gros moteurs et au loin, vous voyez 3 voiliers. Alors, ça m'inquiète un petit peu et j'espère qu'une politique sera menée pour ne pas, bien sûr, sanctionner ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas pour faire en sorte que le voilier reste plus majeur que tous ces gros moteurs qui viennent... Voilà, c'était juste parce que finalement, c'est l'eau aussi et c'est aussi... nos algues qu'on protège aussi quand il n'y a pas trop de moteurs en même temps sur l'eau, etc. Surtout que c'est des moteurs qui ne sont là que pour flamber, j'ai envie de dire. Voilà, je dis le mot. Merci. Moi, je peux vous répondre là en tant que passionné, en tant que voileux surtout, et passionné du golfe du Morbihan. C'est clair que les hippocampes, dans l'origine et dans l'idée de parler du golfe du Morbihan, de le protéger, moi, il y a eu ça, ces corps morts qui sont partout. Moi, j'ai eu mon bateau à Port-Blanc. Bon, ça, je suis un voileux, mais j'aurais pu aussi avoir un bateau à moteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des moments dans la saison où le paysage est gâché, autant le dire. Parce qu'on va tous chercher à travers ces navigations, à travers ces voyages entre les îles, ce qui est quand même extraordinaire. On est tellement maintenant aspiré à ça qu'effectivement, on arrive à être contre-productif. C'est-à-dire qu'on arrive à être tous là, à faire une espèce de bouillon. Et effectivement, ça donne un résultat qui est tout celui qu'on promet ou celui qu'on attend, même quand on est... Mais effectivement, les hippocampes veulent apporter une réflexion et j'espère des solutions, ou en tout cas commencer à se dire, est-ce qu'il faut qu'on réduise? Est-ce qu'il faut des parcs à terre? Est-ce qu'il faut... comment est-ce qu'on peut améliorer cette situation? Mais bien sûr, c'est une des questions qu'on se pose aujourd'hui. Oui. Plus, évidemment, les fonds. Quand on met des corps morts, évidemment, là aussi, on peut abîmer. Donc, il est clair qu'on arrive probablement là à une limite. Et qu'effectivement, comment est-ce qu'on l'aborde, comment est-ce qu'on traite ce problème? Oui. Je voulais juste... Ah oui, alors juste, je vais excuser Aurore qui doit partir, parce qu'elle a son train. Merci en tout cas à elle d'être venue. Et effectivement, elle a laissé un témoignage extraordinaire. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez mentionné. En fait, c'est exactement le même problème sur Paris. Moi, je me suis dernièrement retrouvée avec quelqu'un qui était à côté de moi en scooter. Il était au téléphone en train de crier parce qu'il ne s'entendait pas lui-même et il avait son moteur allumé. Et je lui dis, il mettait, bien sûr, il polluait moi et les gens qui étaient sur le passage piéton. Et je lui dis poliment, est-ce qu'il pourrait éteindre le moteur, etc. Il m'a dit que ce n'était pas mon problème. Et là, je l'avais répondu, justement, on est sur la même planète. C'est aussi mon problème ce que tu es en train de faire dans cette manière-là. Donc, encore une fois, il faut faire passer certaines lois. C'est pareil sur mer que sur terre, sur les streets, dans les villes.
justement, pour compléter, il y a la loi, il y a des choses de bien qui se passent, mais il y a tout un travail sur les comportements. Sur les choses de bien, dans le golfe du Morbihan, depuis quelque temps, vous avez le mouillage sur coffre. Et ça a considérablement réduit l'impact, et je pense en particulier du côté de l'île aux Moines et de l'île d'Ar. Et on s'est aperçu que, curieusement, plus on mouillait sur coffre, plus au final, c'était relativement fluide. Il y a eu le mécanisme également qui a été mis en place au niveau du Morbihan, où quand on laisse sa place au port et qu'on prévient suffisamment tôt, on va avoir une place gratuitement à son lieu de destination, et c'est une meilleure utilisation de l'espace. Par contre, au niveau comportemental, personnellement, il y a beaucoup de choses qui m'interrogent. On sait plus que jamais quel est l'impact du bruit sous-marin, quel est l'impact des consommations inutiles. On a des moteurs qui sont plus performants que jamais. Et pourtant, on a gardé les vieilles habitudes d'allumer le moteur 20 minutes avant, comme le disait Anya à l'instant, d'utiliser le moteur parce que ça nous rassure, alors même qu'on a de l'électricité à quai qui pourrait pourvoir aux besoins de base. Et combien de gens savent que quand on utilise des propulseurs d'étrave pour les bateaux qui en sont dotés, ou quand on fait des en arrière ou des ruptures de marche, ça veut vraisemblablement dire que le bruit sous-marin de ce qu'on fait se manifeste à 3 ou à 6 000 de l'endroit où on est en train de l'opérer. Même chose quand on ancre de manière un petit peu violente avec l'usage excessif du guindeau. Donc il y a comme ça des bons et des mauvais comportements que les navigateurs intéressés vont connaître. J'aurais pu parler de toutes les questions des eaux grises et des eaux noires où on voit à peu près tout et n'importe quoi se passer. On accompagne également chez Green Cross la dynamique du port du côté de La Rochelle. 20 000 flyers ont été diffusés pour expliquer ce qu'il fallait faire avec ces eaux grises et ces eaux noires. Et à la fin de la saison, on avait récolté moins de 20 000 litres d'eau grise et d'eau noire. Tout le monde avait été informé, tous les gens avaient félicité le port pour la qualité de sa démarche, et on n'avait pas récolté plus d'1 litre par plaisancier. Typiquement, ça montre que ce qu'on a envie de faire et ce qu'on est vraiment en train de faire, on a tous à progresser du côté des plaisanciers. Il faut qu'on arrive à faire quelque chose rapidement pour passer de la sensibilisation à l'action. Oui. Oui, bonsoir. On a parlé du pouvoir d'agir des citoyens, on a parlé du rôle des entreprises, on a aussi parlé de l'importance et du rôle de la loi. Je crois qu'il y a quelque chose que, à moi, je n'ai pas fait attention, qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est l'importance de l'éducation. L'éducation, évidemment, a la responsabilité, et pas seulement par la sanction. Je crois que c'est tout à fait important. Alors, les citoyens que nous sommes électeurs, nous pouvons aussi être militants associatifs, et puis nous sommes aussi, par notre travail, pour tous ceux en tout cas qui travaillent, partie prenante d'entreprises. Et je voudrais juste attirer l'attention sur la loi Pacte, dont je ne me souviens plus d'ailleurs le nom exact, loi récente, dont les décrets d'application ne sont pas encore parus, mais qui prévoit de recommander, voire demander aux entreprises de déterminer leur raison d'être. Ce sont les mots de la loi, leur raison d'être, leur mission, leur projet, devant inclure pas seulement des préoccupations économiques et de résultats financiers pour leurs actionnaires, mais d'inclure dans ce projet, dans cette mission et dans cette raison d'être des considérations environnementales, sociétales, etc. Je crois que c'est une loi à laquelle il faut porter beaucoup d'attention. Merci pour cette information en retour.